Bonjour tout le monde. Merci de nous avoir rejoints pour cet atelier qui va s'appeler Le Pays des Lacs, un incroyable talent. Je m'appelle Laurence Zokir, je suis consultante et je suis accompagnée de Christine Charrue, qui est la directrice de la Maison du tourisme du Pays des Lacs. Alors, pour vous situer le contexte de ce projet, on va commencer par un peu d'organisation touristique. Puisque vous allez l'entendre à notre accent, nous sommes toutes les deux belges. Nous venons de la Wallonie, donc c'est-à-dire la partie francophone de la Belgique. En Wallonie, il y a une structure, on peut dire, le tourisme est régionalisé. Donc c'est déjà très particulier, puisque nous avons un ministère du tourisme, un ministre du tourisme par région, et nous avons 3 régions en Belgique, la région flamande, la région Bruxelles-Capitale, la région wallonne. Alors je ne vais pas vous expliquer qu'on a également une région linguistique germanique qui a aussi des compétences en tourisme. Je ne vais pas aller jusque-là, je vais simplifier un peu le discours. Et au niveau du tourisme Wallonie, on a 2 structures. On a l'administration du tourisme et on a la chance d'avoir là au premier rang sa responsable, Madame la commissaire générale au tourisme, et une structure qui s'appelle Visite Wallonia, qui va porter la communication et l'image de la Wallonie sur les marchés cibles du territoire. Ensuite, on a une deuxième couche, ce sont les fédérations touristiques provinciales. Une province, c'est un peu l'équivalent d'un département chez vous. Elles sont plus petites, mais voilà, comme ça vous donne. Les fédérations touristiques provinciales, c'est l'équivalent d'un CDT. Alors, il faut savoir que maintenant, toutes les provinces n'ont plus de fédération. Donc, Christine est notamment dans le cadre d'une partie de son territoire qui est située sur une province où il n'y a plus de CDT, de fédération. Ensuite vient les maisons du tourisme. C'est l'équivalent d'une communauté de communes, d'une association d'office de tourisme, si vous voulez, par rapport à ce que vous connaissez en France. Donc ça couvre, on va voir le territoire qui est tout couvert. C'est vraiment l'organisme qui va permettre de porter l'image d'un territoire plus grand, de créer toute une série de synergies entre les acteurs, entre les entreprises touristiques et notamment aussi des dynamiques avec les syndicats d'initiative et les offices du tourisme qui sont l'échelon le plus local dans l'organisation touristique. Donc, voilà, ce sont des termes différents de ce qu'on peut voir en France, mais dans la logique, on est assez proche de ce qui peut se passer chez vous. Et donc, Christine est la directrice du Pays des Lacs, Maison du tourisme, qui est en place maintenant depuis déjà quelques années. Ah non, si je recule, ça ne va pas. Alors, après ce moment organisation, un petit moment géographie. Christine ? Oui. Donc là, on vous a représenté la Belgique. Et le point en rouge, c'est l'endroit où se situe notre maison du tourisme. Le petit point central au-dessus, là, c'est Bruxelles. Donc c'est juste pour vous situer Bruxelles. Et on a, pour ceux qui connaissent le département du Nord, on a Montbeuge qui se situe, Laurence y arrive, juste là. Et on a, donc là, c'est le département du Nord. Et on a juste ici Givet, qui est dans les Ardennes françaises. Donc notre territoire est entièrement cerné, je vais dire, par la France. Et donc on a quand même pas mal de projets de collaboration transfrontaliers avec soit le département du Nord, la DRT, ou depuis quelques temps maintenant avec aussi les Ardennes françaises. Pays des Lacs, donc la couverture, c'est 19 communes. Donc 19 communes belges, donc qui sont déjà des regroupements de communes. Ça représente 1700 km², c'est aussi 196 000 habitants. Donc le nord est fortement plus urbanisé que le sud du territoire. Le point central, le pôle d'attractivité majeur, ce sont les lacs de l'Odeur. C'est un ensemble de 5 lacs où il y a un hôtel, 2 villages de vacances et plus de 25 activités qui sont liées à l'aspect nautique autour de ce site touristique. Et on a, je vais dire, au sud, c'est une ceinture qui est plutôt forestière. On est dans le massif forestier des Ardennes. Puisqu'on a aussi des Ardennes en Belgique. Et donc, le sud du territoire est cerné par ce massif forestier.
On voit ici les lacs, un des lacs avec un des barrages, puisque la fonction première des lacs, c'est la régulation de l'eau sur une des rivières qui est la Sambre. Oui. Donc en fait, l'ensemble de 5 lacs a été créé de manière entièrement artificielle. Et donc au début, c'était juste pour réguler le niveau de la Sambre, donc qui se situe un peu plus loin, pour avoir suffisamment d'eau l'été pour la circulation des bateaux. Et c'est seulement à partir de 2008 ou peut-être un petit peu avant, mais en tout cas que les travaux ont commencé à avoir le jour et à sortir de terre tout ce qui est les activités touristiques. Donc voilà, c'est depuis maintenant, on va dire une quinzaine d'années. Et donc les lacs ont chacun une spécialisation. Donc il y a le lac où on fait plutôt des activités liées à la voile et sans moteur. Il y a le lac avec les moteurs. Il y a un lac où il y a du téléski et du wakeboard. Et donc chaque lac a sa fonction. Alors, en dehors des lacs, vous avez vu avec la carte, le Pays des Lacs a quand même une offre touristique très diversifiée. Ça peut aller de châteaux. Ici, vous voyez le château de Chimay, qui est un château où vit encore un prince et une princesse, et où a été notamment tourné le Maître de musique. Donc, c'est un film qui date déjà d'il y a quelques années, mais voilà, vous avez ce magnifique théâtre qui est vraiment à découvrir. C'est un théâtre aussi qui accueille régulièrement des opérettes. Et donc c'est très intimiste. Et donc pour les gens qui aiment la musique, au lieu de se retrouver dans une grande salle de concert, ils se retrouvent dans une petite salle intimiste où les joueurs sont tout proches. Et donc ça plaît beaucoup aux personnes qui viennent écouter la musique dans ce château. Au niveau folklore, on a ce qu'on appelle les marches de l'Entre-Sambre et Meuse. Et donc, ce sont généralement au départ des marches qui avaient été liées suite à la peste, au choléra, ou ce genre de choses. Et donc, ce sont d'abord des marches religieuses. Et puis, au fil des ans, il y a eu des personnages pour défendre ces reliques qui étaient transportées par les personnes religieuses, et les costumes ont été gardés. Donc maintenant, c'est quelque chose qui fait vivre et vraiment vibrer la région, parce qu'à partir du 1er mai jusqu'au 31 octobre, tous les mois, il y a au moins une marche et donc une procession qui n'est plus religieuse, qui est en partie religieuse et en partie laïque, parce que c'est suivi par des tambours et des fifres. Et les plus grosses marches rassemblent jusqu'à 6000 marcheurs. Ça, c'est pas chez nous, c'est juste à côté. Mais de manière générale, on a parfois un défilé de 2500 personnes qui sont en habits et en costume. Et ça rythme vraiment le folklore de toute la région. Alors on voit, on l'a dit, une région de forêt et d'eau. Aussi une région où on trouve des musées, beaucoup de musées. Il y a notamment un village qui compte plusieurs musées, qui s'appelle Train, village des musées, dans lequel on va aussi inviter les visiteurs à entrer en immersion. Il y a un espace qui s'appelle l'espace Arthur Masson et qui propose l'école d'autrefois. Et donc vous vivez vraiment l'école d'autrefois. Alors que vous soyez adulte ou enfant, vous enfilez des tabliers et vous faites la dictée comme à l'époque. Donc vraiment, on voit qu'il y a une offre très diversifiée, forcément la randonnée, les sports d'eau, et puis également ici un chemin de fer à vapeur qui traverse la partie sud du territoire. Oui. Donc on aurait pu se dire qu'avec une offre, on pourrait passer une heure à vous décrire l'offre, mais on n'est pas là pour ça. Mais on aurait pu se dire qu'avec une telle offre, le territoire a de quoi occuper les visiteurs pendant plusieurs jours. Et donc pourquoi envisager d'innover et de mettre en place une nouvelle démarche ? Or, il se fait que Christine s'est dotée d'une ambition territoriale forte, et elle va nous en parler. Et donc, elle travaille vraiment avec un objectif de développement pour le territoire. Elle a voulu inscrire son développement et l'ensemble de ses activités dans une démarche d'innovation. Et donc, elle travaille maintenant depuis plusieurs années avec toute son équipe à mettre en œuvre des actions innovantes pour atteindre son objectif et l'ambition territoriale. Sauf que, comme un peu partout, arrive 2020, pof, tout s'arrête et on va voir les effets de la crise Covid sur ce projet. Alors, quelle est l'ambition territoriale, Christine ?
Alors, donc d'abord, on s'est doté d'une vision. Donc, on souhaite être un acteur incontournable pour développer des activités touristiques durables et innovantes en région wallonne. Pour ça, on s'est fixé 3 grands axes. Un, c'est la qualité de l'offre. Donc, ça, c'est un des axes. Un deuxième axe, c'est inscrire le développement durable au sein de nos activités. Et puis, le troisième axe, c'était d'inscrire plutôt l'innovation en termes de notre développement. Alors, pour arriver à atteindre ces différents objectifs, on a non seulement agi avec un tour d'avance au niveau de l'animation, mais on a commencé par structurer le territoire. Donc, structurer le territoire pour arriver à de la mobilité douce et à offrir du slow tourisme aux personnes. Donc, l'idée, ça a été d'abord on a une grande traversée qui fait à peu près 180 km et donc qui est à travers bois, sur laquelle on a installé des bivouacs d'immersion en pleine nature. Il y a un réseau point nœud pédestre qui va bientôt se développer. Là, on est en cours. Mais on a installé aussi tout ce qui était le vélo et les points nœuds vélo. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous les points nœuds vélo. Donc, les points nœuds vélo, c'est au lieu d'avoir une boucle déterminée pour inviter les gens à voyager, vous faites un schéma complet sur le territoire avec des numéros. Et les gens peuvent construire leur parcours. La seule chose dont ils ont la certitude avant de faire leur parcours, c'est qu'ils vont se retrouver sur des parcours entièrement sécurisés. Donc, c'est-à-dire style voie verte, comme vous avez chez vous. Chez nous, on appelle ça des ravels, mais voilà, des voies vertes. Mais ça peut aussi être des routes où il y a moins de X voitures qui passent, où le revêtement est de qualité. Donc, ça veut dire qu'un vélo tout chemin peut passer dessus. Il ne faut pas spécialement du VTT pour y arriver, où il y a aussi un intérêt paysager qui a été choisi. Donc ce ne sont pas des routes de mobilité pour se déplacer d'un endroit à un autre, mais vraiment des routes touristiques. Donc ça a permis de structurer le paysage. Dans les ambitions de l'offre touristique que l'on souhaite, s'inscrivant dans le développement durable, l'idée c'est de développer le slow tourisme, donc de prendre le temps de se déplacer, c'est-à-dire un peu d'abandonner son véhicule. Donc un des objectifs à 10 ans, c'est de se dire que dans 10 ans, toute personne qui arrivera sur leur territoire, d'abord y arrivera majoritairement en transport en commun. À l'heure actuelle, on a juste une ligne de train qui arrive avec 3 arrêts sur le territoire. Je ne vous dis pas comme l'ambition est quand même assez élevée. L'autre chose, c'est qu'une fois que les gens sont sur le territoire, c'est qu'ils abandonnent leur véhicule pour le découvrir. Pour donner un ordre d'idée, la moyenne des nuitées sur le territoire est environ de 4,7 nuitées. Donc c'est un court séjour qui est développé chez nous, avec autour des lacs des personnes qui peuvent loger entre 7 et 15 jours. Mais voilà, ça c'est 15 jours, c'est plutôt rare. Donc la moyenne est quand même à 5. Et autour des lacs, on est quand même à 3,5. Donc pour la Wallonie, on est une région qui est quand même hautement fréquentée et où les personnes passent plusieurs nuitées. Donc l'idée de faire ce slow tourisme et de structurer le territoire pour que les gens se déplacent pour atteindre nos objectifs de vous abandonnerez, vous serez comme sur une île où il y a plus de voitures et que vous utilisez que des mobilités douces pour vous déplacer. Avoir structuré le territoire au niveau schéma, c'est une chose, c'est une première étape, mais ça ne fait pas de ça une offre touristique. C'est-à-dire que derrière, on se rend compte que les personnes ont besoin de suggestions de parcours, de suggestions d'arrêt, et même si vous faites votre propre parcours, si vous devez faire plus de 16 km ou de 15 km pour arriver à avoir une activité ou la possibilité de faire quelque chose, une découverte, une dégustation sur le territoire, ce n'est pas très réaliste. Les visiteurs ne nous suivront pas. Donc pour nous, Laurence l'a dit, on est en plein Covid. On avait déjà essayé de lancer... Ah oui, je vais trop vite. Je vais trop vite. Donc l'objectif, c'est effectivement à un moment donné d'amplifier l'offre.
de manière quantitative et qualitative. C'est aussi sortir du schéma classique de l'offre touristique telle qu'elle est présentée souvent dans les territoires touristiques en Wallonie et même ailleurs. Hein. C'est de se dire, bon, on structure l'offre à voir, à faire, à découvrir. L'exemple ici, on montre les châteaux, les grottes, les balades, etc. Mais comment est-ce qu'on développe l'offre en apportant d'autres choses et en inscrivant cette démarche de développement quantitatif et qualitatif dans une démarche d'innovation. Et la volonté de Christine était de dire, mais on est sur un territoire qui est habité, comme tous les territoires touristiques. Hein. Elle a parlé de l'île, mais ce n'est pas une île déserte. Et donc, il faut pouvoir réfléchir une innovation qui va intégrer les gens qui vivent dans ce territoire et de pouvoir effectivement proposer aux visiteurs des arrêts réguliers où ils vont pouvoir aussi aller à la rencontre des gens qui vivent dans ce territoire, des habitants, des artisans, etc. Donc, on est dans une innovation avec une ambition très forte. Mais aussi, à côté de ça, elle mène aussi d'autres projets d'innovation technologique et autres. Mais ici, on est davantage dans une innovation humaine. Sauf que arrive le Covid, là, qu'est-ce qui se passe? Stop, tout le monde à l'arrêt, forcément. Christine nous dit, bon, on va peut-être dans un premier temps aller à la rencontre des prestats et leur demander comment on peut les aider à se réinventer pendant cette crise. Ok, on y va. Alors on prend notre petit bâton de pèlerin, on va à la rencontre des prestats et on avait plutôt ce phénomène-là, quoi, du petit chien qui attend à la fenêtre que ça passe. Et donc on s'est trouvé face à certaines entreprises qui disaient les clients vont revenir, on va attendre, on va attendre, on va attendre. Et donc on dit à Christine, mais d'accord, ils attendent, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et on s'est dit, mais tout compte fait, si on saisissait cette crise comme une réelle opportunité pour repenser et développer autrement. Et donc Christine, qui était déjà dans cette démarche d'aller à la rencontre des habitants et des gens qui vivent dans le territoire et des gens des talents du territoire, on peut utiliser ce mot-là, avait déjà fait une première démarche auprès d'acteurs culturels afin de leur demander, mais quels sont ces talents du territoire ? Envoyez-nous les talents que vous connaissez. Envoyez-nous une liste. La demande était assez simple. Mais elle avait fait ça, 2019, rien. La crise Covid arrive, tout le monde à l'arrêt. D'un côté, on a des prestats qui font les petits chiens, et de l'autre côté, on a les acteurs culturels qui se disent il va falloir faire quelque chose, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, on a la demande de Madame Charrue, on va peut-être enfin y répondre. Et donc, ils envoient la liste. Et donc, cette crise Covid, pour ce projet, a quand même été un peu une chance, parce que ça a permis, à un moment donné, de créer un premier pont entre des acteurs qui souvent se regardent. Et je pense que partout, hein, tourisme et culture, grand débat, est-ce que la culture c'est du tourisme? Est-ce que le tourisme peut intégrer la culture? Bon, il y a eu un atelier sur ce sujet-là l'année dernière. Mais ici, ils se sont dit, ah tiens, on nous demande, on nous interpelle, on va saisir cette opportunité et on va voir ce qui est proposé. Et donc là, cette crise a vraiment... On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on s'est dit, non, c'est maintenant qu'il faut mettre en place ce projet, parce que les gens ont le temps. Ont le temps, soit ils attendent, soit ils se disent, on a le temps de répondre et on va s'associer à la demande. Et donc, on a organisé dès 2020 un appel à candidature auprès des talents qui avaient été identifiés par les centres culturels. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, les talents ont été conviés. Donc on avait à ce moment-là une vingtaine. Dans l'historique, oui. On avait fait appel notre problématique pour nous, pour identifier les talents, c'était d'arriver à... C'était un secteur et des personnes avec lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler régulièrement, sauf si c'est dans le cadre d'événementiels, d'activités. Mais à part ça, le reste, c'était très limité. C'est pour ça qu'on a eu besoin des ADL et des centres culturels. Et donc, quand on a eu l'appel à candidature, mais on est en RGPD, donc on a... Enfin, bref, je vous passe le cheminement pour obtenir cette liste de 56 personnes où on a quelques lignes de descriptif sur ce qu'ils font. Mais ces personnes ont-elles vraiment envie de s'investir dans de l'accueil de touristes ?
Est-ce qu'elles ont vraiment envie de faire une activité touristique? Est-ce qu'elles ont vraiment envie d'en faire un pan d'activité de leur métier? On n'en sait rien. Alors on réfléchit avec Laurence en se disant, ben, voilà, on a 56 personnes, mais on va pas, si on les rencontre toutes et qu'on doit travailler avec toutes, on ne va pas s'en sortir. Hein, ça ne va pas être possible. Et donc il faut que l'on fasse... quelque chose de différent. Voilà. Comme c'est le monde culturel, comme ils ont l'habitude de travailler avec le monde culturel, bon, on va regarder ce qui se passe ailleurs. Et puis, bon, on va faire comme à la télé. Hein, on va faire The Voice. La France a un incroyable talent. Et donc, on met en place un jury avec des représentants du monde touristique, du monde culturel. Et on invite à venir, on invite les talents à venir se présenter pendant 5 minutes. Et donc, ils ont 5 minutes pour nous montrer qu'ils ont du talent, mais surtout qu'ils sont en capacité de s'inscrire dans l'économie touristique, parce que c'est pas tout d'être un très bon peintre. Si vous ne savez pas communiquer votre passion, si vous n'avez pas envie de partager, on ne propose pas de faire une exposition, on propose d'accueillir des visiteurs et de construire quelque chose. Et donc ce casting a permis de faire des sélections. Donc la première année, donc en 2020, en plein Covid, on a eu une trentaine de talents qui se sont présentés. L'année suivante, en 2021, on a renouvelé le casting. On avait 80 candidatures. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que toutes ces personnes, tous ces talents se connaissent entre eux. Et donc les premiers qui ont participé à la démarche nous ont dit « Ah oui, mais je vais en parler à un tel, à un tel et à un tel ». Et donc au deuxième casting, on avait des gens qui disaient « Ah mais c'est un tel qui est venu l'année dernière et qui m'a dit de venir ». Alors, on a eu juste un jeune homme qui était inscrit par sa grand-mère. Elle croyait que c'était un vrai casting pour chanteur. Donc, voilà. Bon, on peut effectivement avoir l'une ou l'autre erreur, mais la majorité des gens venaient vraiment dans un esprit de dire « j'ai envie de proposer quelque chose ». Alors, c'est difficile. C'est une étape très, très difficile parce qu'il faut faire des choix. Et c'est des gens mais qui viennent avec toute leur passion. Et donc là, il faut... malheureusement, on a dû mettre en place une grille avec des critères liés au savoir-être, à la présentation, à la capacité à s'intégrer ou pas dans l'économie touristique. Et puis, on avait droit quand même à des coups de cœur, donc si jamais on pouvait sauver quelqu'un. Et donc, ça nous a permis de sélectionner, à la deuxième année, un peu moins de 30 talents. Entre la première et la deuxième année, c'est compliqué à expliquer le projet qu'on voulait faire. Les gens ne se représentaient pas bien parce que on proposait quelque chose de nouveau, d'inédit. Et donc, c'était compliqué pour nous la première année. Mais donc, la deuxième année, on a pu aussi communiquer via les réseaux sociaux. Donc, le bouche à oreille a très bien fonctionné. Mais les réseaux sociaux, parce qu'on avait les premiers talents, nous ont permis de mettre en image, de faire une conférence de presse où on les a invités, où ils ont parlé quels avaient été l'apport pour eux. Ça nous a permis, dans mon équipe, j'ai Julie qui a rédigé un article et qui a pu faire en sorte que si les gens tombaient sur l'invitation Facebook, ils retombaient sur quelque chose qui était détaillant avec des expériences qui étaient décrites par les talents. Donc ça permettait de matérialiser ce qu'on voulait mettre en place parce qu'avant ça, les gens n'avaient pas d'image et ne se représentaient pas ce à quoi on voulait aboutir. Nous, on ne savait pas ce qu'on allait avoir comme talent, donc concrètement, on ne savait pas sur quoi on allait déboucher, mais on savait vers quoi on voulait aller. Mais c'était compliqué à mettre en œuvre. Donc effectivement, la première année, on est parti plutôt sur une liste transmise par des centres culturels. La deuxième année, l'équipe de Christine a vraiment mis en place une démarche de candidature, quoi. Et ça vraiment, là, on a vu, puisqu'on a eu 4 fois plus de candidats, donc ça a bien fonctionné. Le casting, voilà, donc effectivement, les gens viennent. Donc, s'ils sont musiciens, ils vont nous faire entendre ce qu'ils proposent. Alors moi, j'ai vécu une de mes plus grandes émotions musicales avec Marinette et Pierre, qui font de l'accordéon diatonique et qui font de la musique plutôt ancienne. Et j'ai découvert qu'il y avait de la musique wallonne. Et je vous assure que j'ai vraiment eu beaucoup d'émotions à les écouter. Alors, c'est pas trop mon truc, mais là, c'était vraiment très, très prenant. On a ici un monsieur qui fait de la vannerie, qui est joueur de sitar. Voilà, à chaque fois, on a vu arriver de belles personnes. Ça, c'est une dame qui fait Là, t'as fait. la sorcière.
Voilà, quelques-uns des profils qui sont venus se présenter à nous. Là, c'était au premier casting. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on les a castés, une fois qu'on les a retenus, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Parce qu'on a quand même des gens qui, pour certains, proposent déjà des activités. Par exemple, Marinette et Pierre, ils vont déjà animer des bals folk, etc. Natafé, elle met déjà en place des activités avec des écoles ou autres. Donc, certains sont déjà dans une démarche d'animation, par contre, d'autres moins. Ils sont plutôt artistes avant. Donc, il faut aussi les accompagner dans la définition de qu'est-ce que vous pouvez proposer aux visiteurs, mais aussi leur faire comprendre qu'entre aller proposer un atelier dans une école ou un atelier chez soi avec des gens qui vont venir toutes les semaines faire de la poterie ou de la guitare ou autre, c'est pas du tout la même démarche. Parce que les personnes ne pourront pas venir toutes les semaines, le temps va être différent, et puis c'est la question aussi de se poser, on se pose la question de savoir aussi où peut se passer les activités. Est-ce que c'est chez le talent, ou est-ce que cette activité peut se déplacer? Et cette notion de déplacement est intéressante parce que dans la notion de slow tourisme, de déplacement lent, on peut aussi à un moment donné imaginer d'intégrer ces activités au sein d'entreprises touristiques et de créer des rencontres, des complémentarités. Et donc ça veut dire qu'on est vraiment dans une augmentation de l'offre. On va venir chercher ces talents qui sont peu présents. Et souvent, on va parfois retrouver des listes de potiers, des listes d'artisans sur les sites internet, mais quand vous regardez, ils sont généralement peu accessibles, sous rendez-vous 6 mois avant, ce genre de choses. Donc ici, on est vraiment dans l'intégration de nouveaux produits, et puis de se dire, le travail qualitatif, c'est de permettre aussi de faire en sorte que ces activités puissent se passer dans un lieu complètement différent. Et donc, on imagine ça avec eux. On imagine un moment sitar en plein milieu des grottes de Neptune. Donc vous êtes dans le noir, quelques bougies, vous vous posez et vous écoutez un concert de sitar. Si je peux compléter, oui. Ça permet aussi aux sites les grottes de Neptune, à partir de 17h ou 18h, elles sont fermées. Et donc ça permet d'ouvrir le site et d'exploiter le site avec d'autres personnes, de mettre de l'animation et de faire en sorte qu'il y ait des personnes qui ne seraient jamais venues visiter les grottes, mais de découvrir ces grottes et de se dire, tiens, j'y ai écouté un concert, peut-être que j'y reviendrai ou peut-être que j'emmènerai une fois mes petits-enfants ou les gens de la famille. Donc l'idée, c'est d'arriver à mettre une dynamique différente et d'arriver à avoir des angles d'attaque différents sur un même lieu et surtout d'arriver à un produit structuré. Parce que en général, les offices du tourisme ou même les acteurs touristiques organisent des portes ouvertes, organisent une journée événementielle, etc. Et à ce moment-là, ça ne pose pas de problème. Ils accueillent des gens. Mais de là à penser à une structuration permanente, de dire, tiens, de manière constante, je peux proposer aux personnes qui viennent loger chez moi de faire telle activité ou telle activité, ça reste compliqué. Donc la première année, on s'est dit on va mettre en relation. Donc on a d'abord travaillé avec les talents sur la définition précise du produit qu'ils allaient proposer. Alors parce qu'ils nous disaient on peut tout faire pour tout le monde. Non, on va définir quel public et ce que vous allez proposer et les conditions de réalisation, de prix, etc., etc. Donc on a fait la première année un atelier à distance. La deuxième année, on a fait un atelier en présentiel avec les conditions sanitaires de l'époque, donc c'était pas très convivial. Ensuite, après l'atelier, ils ont leur fiche produit, et donc c'est de pouvoir les faire rencontrer des opérateurs avec lesquels ils pourraient travailler. Et donc la première année, à nouveau, toujours en plein Covid, on a organisé ça à l'extérieur, avec respect des distances, et on a organisé ça sous forme de speed dating. Et on va revenir sur est-ce que ça a été efficace ou pas, on va voir. Et donc chaque talent, les opérateurs, les prestats qui souhaitaient sont venus et rencontraient tous les talents. Et donc chaque talent avait quelques minutes pour se présenter. À nouveau, il faisait le tour. Et puis on voyait qui voulait travailler avec qui avait envie d'aller un peu plus loin.
Et puis, effectivement, on l'a dit, derrière, une fois que le produit est mis en place, il y a aussi toute une notion de communication. Et là, Christine avec son équipe, a fait tout un travail de mise en valeur des talents. Ils sont allés sur place, ils ont fait des photos. Donc, Christine, tu peux peut-être nous en dire plus? Oui, donc à partir du moment où ils rentraient dans le circuit, on définissait avec eux les photos, mais aussi comment se vendre. Parce que la potière qui a l'habitude de créer ses pièces et puis de les mettre en vente, son métier, c'est pas de la com. Et son métier, c'est, si, quand Laurence parlait tout à l'heure, définir le produit, mais c'est aussi savoir comment se vendre. Ils connaissent la valeur de leurs pièces, mais s'ils passent 2 heures avec quelqu'un qui est, avec une famille qui est là pour apprendre et faire de l'initiation à la poterie, pendant ce temps-là, ils ne produisent pas. Donc pendant ce temps-là, il n'y a pas de rentrée financière pour eux. Et donc, quelle est la valeur de leur savoir, quelle est la valeur de leur passion qu'ils communiquent aux gens et où ils prennent du temps pour le communiquer? C'était aussi tout un travail qu'il fallait définir avec eux pour les accompagner. Et puis après, de rédiger un texte. Et là, de nouveau, dans l'équipe, on a les compétences de Julie qui rédige un petit texte pour les présenter, qui l'envoie et dit, tiens, est-ce que vous vous y retrouvez? Si pas, comment on peut améliorer ça. Mais la tournure, c'est toujours bien, on reste maître de notre ligne éditoriale, mais ça se fait en concertation avec eux. Et alors, dès la première année, on a eu des premières synergies qui se sont mises en place. On a notamment un château ferme qui est situé à Mâcon. C'est un château ferme où on retrouve un certain nombre de gîtes. Alors c'est un lieu un peu particulier parce qu'il est géré par une administration communale. Et donc ce sont des employés communaux qui gèrent le gîte. Mais c'est une, j'allais dire c'est des petites bonnes femmes parce qu'elles sont vraiment très chouettes. Il y a vraiment une volonté de développer des collaborations, d'inscrire l'hébergement dans une région et de ne pas proposer que simplement des visites, mais de dire voilà, c'est un pays le pays des lacs, on peut le vivre en fait. Et donc ici, le château Fermacon travaille avec 2 prestataires, avec Anne qui propose des animations autour du yoga du rire, et son mari, Raphaël, qui lui propose des balades où on va cueillir les plantes sauvages, et puis surtout, après, on vient dans le gîte et on va les cuisiner. Donc, ils ont travaillé sur un produit forfaitaire. Alors, pour être honnête, ils l'ont mis en place en août. Ils l'ont annoncé officiellement en août parce qu'il y a eu des changements de personnes à la ferme, donc ça a pris au château ferme, donc ça a pris un peu plus de temps. Ils n'ont pas encore eu de commande. Par contre, ils sentent qu'il y a déjà un peu des intérêts, des questionnements par rapport à ce type d'activité. Donc maintenant, il faut pouvoir travailler avec eux sur, il ne faut pas juste faire des produits forfaitaires, il faut que quand les personnes réservent un logement, vous puissiez déjà leur proposer en option ces activités. Dire, est-ce que ça vous intéresse d'aller faire une balade cuisine sauvage, ou quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous recherchez comme activité? Donc là, on sent qu'il y a vraiment une chouette synergie qui se met en place et des produits qui vont pouvoir se structurer et des nouveaux services qui vont être mis en place. Alors, il y a forcément tout l'aspect communication, avec une présence dans le site internet, avec une situation un peu compliquée justement pour les intégrer dans le site. Donc on travaille aussi, on est le sud du territoire au-dessus d'une grande ville. Et dans les projets qu'on développe, on se rend compte aussi qu'en milieu rural, il faut qu'on s'accroche à cette grande ville parce que le train, il arrive là-bas, les services principaux, ils arrivent de là. Donc on a réalisé un site commun, mais donc du coup, il y a une structure commune. Donc on n'était pas à ce moment-là tout à fait libre de la manière dont on pouvait communiquer, mettre en avant les talents, enfin, arriver à faire toute cette production de communication-là. Ça, c'était la première année. Puis on a quand même fait des spots pour renvoyer vers le site internet. Puis maintenant, on est plus dans un site internet de séduction, le Pays des Lacs, où là-dedans, on va mettre en avant toutes nos activités et la présentation. Donc, c'est un peu plus facile pour communiquer. Et donc, on retrouve plus facilement les talents dans cette nouvelle offre. Donc, on voit que dès la première année, il y a vraiment eu la démarche complète de l'identification, l'accompagnement, la promotion, la communication, le développement de produits et la promotion, la communication. Donc voilà quelques exemples avec, je ne sais plus quand, j'ai oublié son prénom, monsieur qui fait de la cithare, Olivier.
encore d'autres exemples. Moi, j'avais trouvé intéressant sur ton nouveau site, Christine, c'est que quand on arrive sur la fiche d'Olivier, en dessous, on va retrouver aussi d'autres propositions. Et donc, il n'y a pas que ce talent-là, il y en a d'autres. Allez voir plus loin et vous voyez, aller à la rencontre des autres talents. Et donc, on voit effectivement Anne qui est ici, riez des rendez-vous. On voit qu'on est vraiment dans le rire profond. Alors, est-ce qu'on est dans une démarche d'innovation en préparant cet atelier-là? On s'est dit, mais peut-être que certaines personnes présentes dans la salle vont dire, c'est pas trop innovant votre truc, mais on a parlé de métavers pendant 2 jours. Ici, on vous parle de talent. Alors, il y a quand même ces 3 thématiques dans les ET 18, hein, l'humain. Et donc, on s'est dit, nous, on est peut-être aussi plus dans le fait qu'en tourisme, il faut aller au-delà du développement de produits et de services, au-delà de l'innovation de la gouvernance, mais vraiment se dire on peut réfléchir aussi à d'autres types d'innovations et des innovations qui sont la rencontre entre un terreau, un territoire, entre des talents et entre un réel potentiel. Et le potentiel, on va en reparler, c'est notamment tout ce que Christine met en place. Et donc on s'est dit, tout compte fait, on va dire qu'on est dans le I, mais on aurait dû mettre le I d'innovation, mais plutôt dans l'innovation d'émotion, où on va proposer vraiment des rencontres entre humains, en fait. Et donc ça, c'est important parce que peut-être que parfois, dans le développement touristique et le rythme de nos sociétés, on oublie souvent que dans les territoires, il y a des humains qui peuvent être vraiment des pépites, des ressources touristiques vraiment incroyables. Et donc, voilà, on s'est dit, on est dans l'innovation, on est dans l'émotion. Et puis, on s'est dit, mais tout compte fait, on a profité de cet atelier pour faire une analyse critique du projet. Donc, on vous a montré, on pourrait dire, c'est super, tout fonctionne bien, mais on va vous dire que tout n'a pas bien fonctionné. On s'est dit, on va jouer carte sur table, et ça nous permet aussi, nous, de repenser les prochaines actions et de se réajuster. Alors, on a utilisé les 10 facteurs favorables à l'innovation qui avaient été définis par les francophonies de l'innovation il y a déjà quelques années. Et on s'est dit, est-ce qu'on a tous les facteurs favorables à un projet innovant? Est-ce qu'on a un leadership? Oui, on a la Maison du Tourisme, qui est un organisme reconnu, identifié. Et vous voyez Christine, on sent qu'elle a la volonté de faire bouger les choses. Donc le leadership, il est présent et on peut pas dire non, il est peut-être un peu mou du genou. Ici, c'est pas du tout le cas, quoi. On a une femme qui sait ce qu'elle veut. On a une stratégie. On a une ambition, on a des objectifs, on a un plan d'action. Donc, on sait aussi dans quel cadre ce projet s'inscrit. Et donc, ça, c'est très important. Et on va revenir sur ce point-là avant. Le 3e facteur favorable, c'est la confiance. Est-ce que les prestataires touristiques du Pays des Lacs ont confiance en la Maison du Tourisme? Il y a un travail de terrain qui est mené depuis de longues années pour créer ce lien de confiance. Il est là. Sauf que les talents, ils ne la connaissent pas, ou ils l'ont vaguement croisée, mais il n'y a jamais eu vraiment de lien de confiance entre la structure Maison du Tourisme et les talents. Et donc, dès le début, il faut créer ce lien de confiance et leur dire « Laissez-nous vous emmener, on sait où on veut aller, on va vous dire où on veut aller. Ça va prendre un peu de temps, il y a différentes étapes, mais vous verrez, ça sera positif pour vous. » Et donc, il faut créer ce lien de confiance. Et je pense que là, on a réussi. On verra des témoignages après. Et notamment... par exemple, quand on a travaillé sur la conférence de presse pour la 2e vague, les journalistes ont interrogé les talents sur comment ils avaient vécu ça et quel avait été l'apport de la Maison de Tourisme. Et nous, on est restés étonnés parce qu'il y avait des choses auxquelles on ne s'attendait pas dans leur histoire. Il y a notamment Marinette qui expliquait qu'elle travaillait à l'international. Et donc, elle voyageait beaucoup. Et puis, elle me dit, mais tout compte fait, je me suis dit qu'avec ma passion et mon talent, je pouvais faire vivre ma région. Et donc, on se rend compte qu'on a les personnes se réapproprient leur territoire, se réapproprient leur histoire et la réinjectent et la partagent avec les autres. Et ça, pour moi, c'était un des plus beaux cadeaux. Ils ont parlé aussi de la communication, mais ça, c'était vraiment un aspect que je me dis, mais ça a fait bouger les lignes, même chez eux, en fait. Et au départ, on n'allait pas pour ça, on allait pour nos objectifs et pour notre territoire. Le 4e facteur, c'est l'ouverture. Ça demande,
effectivement de s'ouvrir à d'autres acteurs, d'autres opérateurs. Et donc, on s'est ouvert vers le monde culturel. Et donc, ça, c'est déjà une démarche d'innovation, quelque part, c'est de s'ouvrir vers ce monde culturel et qui a bien réagi, merci la Covid. C'est aussi s'ouvrir aux tendances, aux demandes des clients, à la recherche de pouvoir proposer d'autres choses. Et ce qui a été intéressant, c'est dans le casting. La première année, on peut dire qu'on était assez classique, hormis l'accordéon, la sitar, etc. Bon, on avait des potiers, des peintres, des guides naturalistes, mais des gens qui venaient avec la cuisine sauvage, etc. Il y a une dame qui fait tous les produits de votre pharmacie avec des produits sauvages, ce genre de choses. C'est la sorcière. La deuxième année, on a vu apparaître des talents, mais incroyables. On a rencontré Emmanuelle, vous la verrez après, qui est une plumassière. C'est la dernière plumassière de Belgique. Elle a travaillé dans des hautes maisons de couture et maintenant, elle est bruxelloise. Elle s'est installée un peu par hasard dans le territoire, mais elle s'est dit, mais tout compte fait, moi je suis bien ici. Et elle fait des choses mais incroyables et elle a envie de partager ça avec des gens. Et donc on a découvert un monsieur qui propose de la méditation en kayak. Donc, voyez, vous allez partir le matin, hop, 3 mouvements de kayak, et puis à un moment donné, vous vous retrouvez sur un bras d'une rivière où la nature reprend un peu ses droits, et vous allez faire de la méditation, de la respiration pour le bien-être, etc. Donc, on a vraiment cette ouverture, elle se fait aussi par les talents qui arrivent et se dire, mais il y a tout ça en fait. Parce que si on s'était contenté de faire des listes de talents, ben on aurait repris les producteurs de fromage, les producteurs de bière, les producteurs de confiture ou les potiers, et ces talents-là, on ne les aurait pas identifiés. Alors l'approche client, ben on l'a dit, dans l'accompagnement proposé aux talents, il y a vraiment cette notion d'approche client. Et donc de ne pas venir avec leur formule toute faite, mais vraiment de venir avec des propositions qui répondent aux comportements, aux besoins et aux attentes des visiteurs. L'apport externe, ça c'est important aussi quand on fait de l'innovation, c'est de ne pas travailler tout seul dans son coin. Alors ça, Christine, elle s'est associée, on l'a dit, avec des centres culturels qui étaient présents aussi au casting. Il y avait d'autres acteurs touristiques externes au territoire qui sont venus dans les castings. Et puis, elle nous a demandé de l'accompagner dans cette démarche pour vraiment réfléchir à des outils un peu différents. Elle disait, si je dois rencontrer tous les talents, ça va me prendre du temps. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Et donc, on invente pour elle ce casting et la manière dont ça se passe. La gouvernance, ça c'est un outil important aussi, c'est comment est-ce qu'à un moment donné, on peut vraiment animer ce réseau de talents et l'intégrer dans l'économie touristique, l'écosystème touristique classique, je vais dire, c'est pas péjoratif. Donc ça, c'est un point important dans cette innovation. Le management, on se rapproche du leadership. Du leadership, c'est vraiment, on va manager le projet. Et donc, dans l'équipe de Christine, il y a des gens qui sont là, qui portent le projet, qui sont la figure du projet. Et puis, on va venir au point 9 et 10, qui sont l'expérimentation. On a tout inventé, on a construit au fur et à mesure. On faisait une première étape et on disait, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, ok, on les a castés, on en a identifié. Qu'est-ce qu'on fait? On est en plein Covid, on ne peut faire aucune réunion. Bon, ok, on va faire comme tout le monde, on va faire un Zoom, mais qu'est-ce qu'on fait avec comment est-ce qu'on l'anime, ce Zoom? Qu'est-ce qu'on va leur proposer? On va leur proposer des outils, mais un peu plus sympas que si on s'adressait à des entreprises touristiques qui ont l'habitude d'avoir des outils de définition de produits. Donc, on a dû vraiment tout inventer. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on ne s'est pas mis de pression en termes de quantité. On n'avait pas d'objectif quantitatif, puisqu'on essayait. Et surtout, on s'est dit à un moment donné, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Et ça, c'est vraiment un facteur favorable à l'innovation, c'est ce droit de se tromper. Et oui, à certaines choses, on s'est trompé. Et alors, pour vous montrer où on s'est trompé, on va utiliser cette formule que tout le monde connaît, bien entendu, qui est très facile et que vous pouvez, monsieur va nous l'expliquer, qui est l'équation de l'innovation. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette équation? Elle nous dit que la résistance au changement doit être inférieure aux problématiques et aux opportunités, aux postures et à la vision, aux premiers pas, et tout ça dans un environnement qui intègre la mobilisation autour de l'innovation. Alors, la résistance au changement,
on l'a minimisé en fait. Et pourtant ça a été le premier point qu'on a constaté. C'est quand on est allé voir les entreprises touristiques qui sont dans le catalogue, ben, c'était, on disait, le petit chien à la fenêtre, et c'était, ben, on attend, et à la limite, ben, oui, on verra. Et donc ça, c'est vraiment un point important, c'est se dire comment est-ce qu'on peut faire, il faut tenir compte de cette résistance au changement, mais qu'est-ce qu'on fait? Et donc on va venir après sur la solution qu'on va tester, parce qu'on ne l'a pas encore fait. C'est notre prochaine étape, mais il va falloir travailler autrement. Problématique et opportunité, ben, on l'a vu, c'est un projet qui s'inscrit dans des objectifs de développement clairement définis, sauf qu'on s'est rendu compte qu'on ne l'avait pas communiqué. Et donc on s'est dit, mince, c'est clair dans la tête de Christine et de son équipe, c'est clair dans notre tête aussi de savoir dans quel cadre on les accompagne, mais quand on s'est adressé aux entreprises touristiques, ben on n'a pas dit peut-être pas suffisamment clairement, ce à quoi devait arriver le projet. Et donc, quelque part, cette résistance au changement, dès le départ, on ne l'avait pas assez anticipé et on n'avait peut-être pas mis en place, ne fût-ce qu'une première approche qui permettait peut-être de lever un petit écrou. Ensuite, on a la posture et la vision. C'est clair qu'on est dans une démarche innovante pour le territoire. Il y a vraiment une volonté de positionner la destination en fonction de ses valeurs et en fonction de ses enjeux. Là, la posture et la vision, elles sont là. Ensuite, on a les premiers pas. Mais comme on l'a dit, on avance petit à petit et on ne s'est pas non plus fixé d'objectifs en temps. Alors, au début, on avait fait un calendrier. On ne l'a jamais tenu. Hein. Parce que chaque fois, on disait, on va faire le bilan de ce qu'on a fait. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était bien ou pas? Comment est-ce qu'on va faire l'étape suivante? On va faire ça. Puis, paf, nouvelle mesure sanitaire. Ah non, il faut repenser autre chose. On fait quelque chose, mince, on n'a pas eu l'écho qu'on souhaitait. Et donc, on a chaque fois avancé, parfois reculé un petit peu, mais pour mieux réavancer ensuite. Et puis, la mobilisation autour de l'innovation, ben là également, il faut travailler ce point-là, il faut renforcer la participation, la responsabilisation des acteurs touristiques du territoire. Leur montrer que l'innovation est importante, qu'il faut pouvoir avancer, qu'il faut pouvoir avancer tous ensemble et qu'il faut accepter d'intégrer d'autres catégories d'entreprises. Et donc, il faut davantage impliquer les entreprises touristiques dans l'écosystème de l'innovation. Et donc, peut-être que cette réflexion-là va nous amener à apporter des réponses à la résistance au changement. Alors, on ne cherche pas à amener tout le monde. On se dit, si dans l'année prochaine, on arrive à 4, 5 produits, 6 produits, ça sera encore mieux. Et puis, petit à petit, on va progresser. Et donc, on a revu un peu notre mode de fonctionnement. Déjà, entre la première et la deuxième session, on a fait l'appel à candidature, le casting. Donc, il y avait tout un travail déjà, et le travail a déjà évolué au niveau du casting. Et puis, on a fait les ateliers. Et puis, on n'a plus fait le speed dating. On a fait un marché aux talents. Christine, tu peux peut-être. Et donc là, on a fait une organisation dans un lieu qui était très sympathique, avec une partie extérieure et à l'intérieur, où les talents étaient très motivés. Donc on a eu une grosse participation des talents qui n'attendent qu'une chose, c'est pouvoir travailler avec d'autres et se mettre au service d'autres lieux. Et puis on a eu des opérateurs qui se sont inscrits et puis qui ne sont pas venus. Et donc on avait plus de talents que d'opérateurs. Et donc là, c'était une déception pour les talents. Après, ils ont eu des contacts privilégiés, donc ils en ont retiré quelque chose. Mais nous, on a eu une fameuse déception de voir que... Parce qu'en plus, quand on parle du projet, les gens disent « Oh, c'est super on n'avait pas pensé. Ah oui, donc on sera là. » Et donc, on sent qu'il y a un terreau, qu'il y a quelque chose. Mais le passage à l'acte, pour arriver à se déplacer, se mobiliser, se remettre en question et refaire quelque chose de structuré, de permanent, c'est la concale. Donc le speed dating avait fonctionné, mais pas suffisamment. Alors on s'est dit, on va faire quelque chose de plus vivant, les talents vont venir, ils vont vraiment montrer qui ils sont. Plouf.
Alors, on retient vraiment le côté positif au niveau de l'implication des talents, mais au niveau des prestataires, ça ne va pas. Donc, on s'est dit, bon, là, ça ne va pas, il faut faire autre chose. Et avant, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est pas avec la petite dizaine d'opérateurs touristiques qui sont venus qu'on va pouvoir créer quelque chose. Et donc, la nouvelle étape, qui est la sensibilisation des opérateurs touristiques à l'innovation, on va la mettre en place dans les prochaines semaines, parce qu'on se rend compte qu'il faut vraiment travailler cette résistance au changement. On n'arrivera pas, on peut identifier 150 talents. Si à un moment donné, on n'arrive pas à les intégrer dans l'économie touristique, à faire en sorte que si vous avez un magnifique château, comme le prince et la princesse, vous ne pensez pas à un moment donné que tout compte fait, proposer une visite au son d'une musique ou d'un violon, ça pourrait être vraiment chouette. Ils font des concerts dans le théâtre, mais pourquoi pas des balades au son de la musique dans le château. Voilà, ça ne sert à rien d'avoir des dizaines et des dizaines de talents. Donc il faut aller travailler cette résistance au changement. Donc c'est sur la table pour les prochaines semaines. On va voir comment on peut mobiliser les entreprises touristiques et leur faire comprendre que c'est vraiment important de s'ouvrir à d'autres. Et donc après, ça nous permettra de retomber sur les étapes d'accompagnement et de communication. Donc vous voyez, on voulait vraiment vous montrer aussi les difficultés qu'on a rencontrées dans le cadre de ce projet. On est très content par les retours des talents. Et je pense que le mieux, c'est peut-être de leur donner la parole. Comme ça, vous verrez un peu ce qu'ils en pensent. C'est pas une vidéo professionnelle, c'était juste pour l'atelier. Bonjour, donc je m'appelle Emmanuelle et je suis plumassière. Alors quand j'étais petite fille, j'aimais bien ramasser, glaner des cailloux, des coquillages sur la plage et puis des plumes. Et puis j'ai une formation design en textile, donc très vite j'ai eu envie d'allier un petit peu les deux. Et donc voilà, donc maintenant je crée des objets pour poétiser votre quotidien. Donc ça peut être pour poétiser votre maison comme des abat-jours, des dossiers de chaises, des paniers. Maintenant je crée aussi des objets sur mesure pour les mariages, des chaussures, des arches, ou tout ce qu'on peut imaginer. Et j'anime aussi des ateliers de sensibilisation à l'oiseau et de plumasserie pour faire connaître ce savoir-faire qui est très rare en Belgique. Voilà, mais Raphaël Demoulin, je suis herboriste, guide animateur nature, didacticien en cuisine sauvage et conférencier. Je forme au niveau européen les futurs instructeurs nature, donc via une école spécialisée qui est basée sur Bruxelles. Moi je propose quoi? Principalement de la cuisine sauvage. J'adore mettre en avant tout ce qui est plantes sauvages comestibles dans votre assiette, vraiment de la plante à l'assiette, et vous permettre justement à agrémenter tous vos plats, que ça aille de 1 service à 7 services, une balade de découverte, une balade récolte, et on découvre tout ça et on met ça, on partage ça autour d'un bon plat à la fin de la balade. Donc voilà, j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec des partenaires. En effet, j'étais dans la première sélection. J'ai eu l'occasion de prendre des super bons contacts avec des partenaires. On a développé des choses avec des partenaires que je connaissais déjà, mais cette sélection m'a permis justement de développer encore d'autres choses. Donc en effet, ça ouvre énormément de portes, cette sélection, malgré tout ce qu'on a vécu, Covid, etc. Ça a vraiment ouvert d'autres opportunités, d'autres contacts surtout. Dechamps Jean-Paul, je suis ferronnier d'art de métier et alors ma passion c'est la forge. Et alors on forge du couteau
On met des mises en forme, des boucles, voilà, tout ce qui touche l'acier, donc tout peut être réalisé. Et vous accueillez combien de personnes pour travailler avec vous Je peux aller jusqu'à 4. L'atelier permet d'accueillir 4 personnes. Bonjour, je m'appelle Anne Boll, j'ai un espace bien-être à Sillenrieux qui s'appelle Aazen et où je propose tous les soins en particulier et entre autres les animations aussi de yoga du rire. Donc ici, c'est ce que je mets en valeur aujourd'hui, donc ces animations de yoga du rire. Donc c'est une méthode différente pour vraiment créer de la cohésion de groupe, créer vraiment une interactivité entre toutes les personnes, retrouver son enfant intérieur, vraiment aller chercher au plus profond de soi tout ce qu'on a et qu'on oublie en temps normal tellement on est sur une vie du 200 à l'heure. Et donc là, c'est vraiment par rapport à des exercices ludiques de rire, de retrouver cette âme d'enfant, avec des exercices aussi de respiration profonde, avec de la méditation du rire libre, relaxation, etc. En fait, on vient aussi améliorer sa santé. Bonjour, je m'appelle Marinette Bonnert, je suis musicienne, accordéoniste, je joue de l'accordéon diatonique et dans ce projet, je propose des concerts et des bals folk, c'est-à-dire une animation où on explique les danses et où on peut faire danser tout le monde ensemble. Grâce à l'accordéon et à la musique, on peut faire aussi de l'animation dans toutes sortes de lieux. Ici, on a eu l'occasion d'aller dans les chemins de fer des Trois-Vallées. Mais ça pourrait être un peu n'importe où et ça peut être tout à fait en rapport aussi avec la musique traditionnelle ancienne parce que j'ai tout un répertoire de musique wallonne du 18e et 19e qui peut aller dans pas mal de lieux aussi. C'est Marinette que vous entendez là. Voilà, je pense que quand on voit leur regard, on voit qu'ils sont heureux. Et puis quand vous entendez Anne, vous comprenez pourquoi on l'a sélectionnée dans le premier casting. Merci pour votre attention et on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci. Je suis Karine de Osemouche Tourisme. Je me pose la question de la manière dont vous structurez l'offre et la mettre en tourisme par rapport à la clientèle. Est-ce que vous organisez un programme avec des dates horaires? Est-ce que c'est sur réservation, ce type d'expérience, d'activité? Je suppose que c'est sur réservation. J'ai compris que vous travaillez en partenariat avec d'autres prestataires, mais comment cette offre peut être visible et réservable auprès du grand public facilement? Alors, donc les offres sont réservables en ligne, donc puisqu'on est sur un système que vous connaissez en France aussi, Eloa. Et donc ça c'est une chose. Au niveau des réservations, ça dépend. En fait, ceux qui ont un lieu permanent, on a vu la souffleuse de verre ou celle qui fait de la poterie, ils ont leur atelier qui est juste collé, donc ils y sont en permanence. Donc eux, ils ont des jours d'ouverture, c'est 2 fois semaine, 3 fois semaine avec des heures d'ouverture. Donc on fonctionne à la carte en fait par rapport à certains. Et donc nous, c'est des points de chute complémentaires qu'on a ajoutés dans l'offre parce que la souffleuse de verre, là où elle est, il n'y avait personne d'autre, donc c'est un point de chute complémentaire. Et puis la dynamique que l'on veut mettre, c'est arriver à mettre en réseau les différents les opérateurs et en fait que l'activité qu'on ait reprise jusqu'à présent soit reprise en charge par les opérateurs et qu'ils mettent cette dynamique eux-mêmes entre eux. Donc ça, c'est l'objectif, on espère rapide, mais bon, qui prend un peu de temps. Voilà, la résistance au changement. Mais en fait, la mise en tourisme des talents est très variée.
Vous avez entendu Marinette qui dit je l'ai fait dans un train, c'est le fameux train à vapeur que vous avez vu en début d'intervention. Elle a joué pendant un trajet du train à vapeur. Mais donc ça veut dire que dans ce cas-là, le billet vendu, on ne va pas vendre un parcours en train à vapeur, on va vendre un parcours musical en train à vapeur. Et le prix du billet va passer de 10 à 12. Donc vous voyez que chaque fois, avec chaque talent, on réfléchit, on leur demande eux-mêmes de réfléchir à si vous délocalisez votre activité, vous voudriez le faire où? Et alors ils sont vraiment créatifs en disant je voudrais le faire là, oh, j'imagine à tel endroit, etc., etc. Et donc alors avec chaque talent, on réfléchit comment ça pourrait fonctionner. On disait par exemple dans les grottes, si on va dans cette balade sensorielle son dans les grottes, c'est les grottes qui vont vendre un billet et puis à eux, les conditions financières entre les talents et le site ne nous concernent pas. C'est à chaque fois à eux de s'organiser. Mais le tout maintenant, c'est trouver suffisamment de sites touristiques qui acceptent de travailler de cette manière-là, notamment pour les talents qui n'ont pas de lieu fixe en fait. Alors déjà, je salue votre initiative qui est très très humaine et pour moi c'est complètement de l'innovation déjà. Juste pour compléter ta question, par rapport aux tarifs, comment est-ce que l'Office de tourisme prend une commission? Comment vous y retrouvez quelque part? Au niveau de la maison du tourisme, notre rôle, c'est de mettre de la dynamique sur le territoire, c'est de faire de l'animation territoriale. Et donc, nous, on prend 0 commission. L'idée, c'est vraiment... Quand on a fait ça, c'était un des objectifs avec le projet, c'était aussi permettre à des gens... Parce qu'il ne faut pas oublier que le secteur, les artistes, les artisans, etc., ont été complètement à l'arrêt pendant des mois. Et c'était de leur dire, dans votre activité économique, on vous propose de développer un nouveau pan d'activité économique que vous pouvez faire à un autre moment dans d'autres lieux. Et donc, en fait, moi, je ne bouge pas à leur modèle de base. Je fais juste qu'ajouter quelque chose, mais qui sert à la dynamique de mon territoire et qui sert à l'objectif que je veux poursuivre. Et il y a des prestations gratuites? Il y a des prestations... Est-ce qu'il y a des prestations gratuites? Non. On leur a dit de ne pas faire du gratuit parce que généralement, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et donc, même s'ils demandent 2-3 euros, mais au moins qu'ils s'inscrivent dans une démarche de tarification. Et donc, c'est vraiment tout le travail avec eux de dire, vous pouvez accepter quel type de public, de quel âge, combien de personnes, à quel prix. Alors, si ils viennent à 3-4, est-ce que c'est le même prix que si c'est une personne? Donc, il y a vraiment eu tout ce travail de réflexion avec eux sur comment définir leurs tarifs. Et puis, c'est à eux de définir leurs tarifs. On leur disait, on a eu un monsieur autour de la ferronnerie qui propose toute une journée avec repas et il proposait ça à un tarif mais dérisoire, quoi. C'était genre 50 euros par personne. Or il y avait repas, goûter, je ne sais plus exactement le tarif. Mais donc on l'a invité à calculer son prix pour qu'il puisse être dans une notion de effectivement économique et d'avoir un revenu, quoi. On en a eu un autre qui faisait un spectacle et là, lui, il faisait ça en activité complémentaire. Et en fait, quand il s'adressait à une maison de jeunes avec des milieux défavorisés, il adaptait ses prix, en fait. Et puis, quand il faisait une prestation pour des entreprises, le prix n'était pas le même. Et donc, là, on a on doit réagir avec ce qu'ils sont, avec leurs propositions. Et puis, nous, on met juste qu'il y ait un cadre qui soit quand même un peu le même pour tout le monde. Mais, sans les formater, ça c'est très important. Ce sont des talents, donc il faut garder cette notion-là. On va les chercher parce qu'ils ont un talent, on ne veut surtout pas les formater. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y avait des questions plus porteuses, plus pertinentes lors des castings? En fait, dans les castings, on ne faisait pas de questions. Ils venaient la seule chose qu'on avait imposée, c'était vous venez vous présenter, vous avez 5 minutes. Pour vous présenter, vous devez pouvoir nous dire si votre activité se fait dans les bois, sur une place publique, dans un musée ou chez vous. Et si c'est chez vous, pourquoi? Par exemple, la souffleuse de verre, clairement, elle ne peut pas emmener son four sur son dos. Et donc, ils arrivaient et puis ils se présentaient et ils faisaient une démonstration en fait.
Et à la fin de la démonstration, on posait quelques questions sur est-ce qu'ils avaient déjà pratiqué cette activité-là, avec qui ou depuis combien de temps, s'ils avaient fait une formation. Pourquoi ils étaient là? Oui, pourquoi ils étaient là. Enfin bon, Oui. voilà ce genre de questions. Mais ça s'arrêtait là et c'était fort quand même de sentir chez les gens leur capacité à parler en pub, enfin, à d'autres personnes, de partager leur passion et de communiquer. En fait, c'est ça. Quand Laurent disait le territoire, c'est un terroir de gens. Enfin, moi, j'aime beaucoup le fait quand les gens passent chez nous, c'est qu'ils aient un souvenir. Les plus beaux souvenirs que j'ai de mes voyages, c'est les rencontres humaines que j'ai faites et le moment que j'ai partagé avec des gens. Et donc, ce que je voulais, c'était, enfin, ce qu'on veut au niveau de l'équipe, c'est multiplier ces points de rencontre et ces points de souvenir et créer un parcours d'images et d'émotions chez les gens. En fait, c'est vraiment l'objectif, c'est ça. Parce qu'on peut faire de l'expérientiel avec des choses qui sont sensationnelles ou des choses que vous n'avez jamais fait ou qui sont du dépassement de soi ou ce genre de choses. Mais on n'est pas rentré dans ce créneau-là parce que d'autres l'utilisaient et que c'était pas la sensibilité qu'on voulait émettre sur notre territoire. Donc on n'a jamais jugé leur talent. On ne s'est pas dit oh la céramique qu'elle fait, on n'aime pas quoi. Voilà, c'est une approche artistique, on ne veut pas juger, on aime, on n'aime pas, mais on ne peut pas juger. Mais par contre, on regardait vraiment si la personne avait envie de participer au projet. Des céramistes, on en a plusieurs, mais elles sont toutes sur des créneaux différents. Elles ne partagent pas la même chose, elles ne partagent pas les mêmes émotions. Les mêmes émotions. Et donc du coup, parce qu'au début, on s'est dit, si on a 2, 3, 4 potières, voilà, c'est un peu la même une redite. Et puis en fait, on les a laissés venir et ils se sont présentés et on s'est dit, c'est pas du tout la même chose. Pourtant, la matière première est la même. Mais franchement, dans ce qui se passait, c'était différent. C'est difficile, un casting, je vous assure, parce que vous vivez des émotions parfois, et puis parfois se dire, il est bien, on aime bien ce qu'il fait, mais par contre, on peut pas le garder dans le processus. Donc c'est humainement difficile aussi après. Ça, c'est Mélanie qui s'en charge, on lui a délégué. C'est la porteuse de projet. Elle est là, dire aux gens, écoutez, on vous garde pas. Donc, ou vous n'êtes peut-être pas prêt maintenant. Donc, c'est le côté difficile aussi, quand ils doivent dire non, les fauteuils. Alors, on n'a pas les fauteuils qui se retournent. Donc, mais voilà, le fauteuil qui ne se retourne pas, ça peut être très difficile. Et donc, ici, humainement, c'est difficile aussi. On a eu aussi des gens qui n'avaient pas de statut professionnel et donc qui voulaient changer d'orientation professionnelle mais qui n'avaient pas de structure. Mais moi, je ne suis pas équipée pour pouvoir faire de l'accompagnement à de la mise en entrepreneuriat. Et donc, du coup, on a développé d'autres partenariats avec des acteurs dont c'est le métier, mais qu'au niveau du tourisme, ce n'est pas toujours très clair. En tout cas, en Belgique, ce n'est pas très structuré. Et donc, du coup, c'est parfois compliqué. Ils revenaient vers nous. Et puis, si on disait non, Mélanie, on expliquait pourquoi. Quels avaient été nos choix pour qu'ils ne repartent pas déçus. Enfin, ils avaient consacré du temps et voilà. Et la réaction des touristes, comment ils reçoivent ces propositions? Ceux qui sont... il y en a qui accueillaient déjà. Donc, par exemple, il y a une potière, elle accueillait déjà. La seule chose, c'est que ça a permis de structurer un peu mieux. Donc, pour nous, c'est aussi plus facile de communiquer. Parce que de dire, vous pouvez aller chez la potière, elle est là, vous faites ce que vous voulez avec elle. Et peut-être si vous lui achetez une pièce, ça sera bon pour elle. Communiquer comme ça, ce n'est pas possible. Mais donc, ça a permis de structurer un peu plus et donc de donner une certaine visibilité. Et donc, pour les touristes, de trouver plus facilement les activités. Mais honnêtement, on n'a pas encore mesuré les retours parce qu'on n'a pas suffisamment. L'offre n'est pas suffisante pour l'instant, puisque les premières offres ont réellement été mises en place cette année. Et donc, on n'a pas encore mesuré cet aspect-là, mais c'est clair que dans un processus d'innovation, on est dans l'expérimentation, donc l'évaluation est très importante. Une autre question m'est venue. Est-ce que vous avez imposé, entre guillemets, un nombre de visites, parce que vous avez parlé de structuration de l'offre, mais comment vous faites? C'est pas qu'une seule visite, du coup, c'est peut-être 2, 3... En fait, il a plutôt fallu les calmer. Parce qu'ils venaient avec plein de choses. Et on s'est dit, bon, comme on est dans une démarche de construction, on va commencer par un premier produit, une première visite, et on va bien la réfléchir pour qu'ils comprennent aussi le processus. Et puis après, quand ils sont dans ce qu'on appelait les mariages avec les entreprises touristiques, s'ils veulent proposer d'autres choses, rien ne les empêche en fait. Mais il faut vraiment qu'ils aient intégré ce processus de construction de produits touristiques et de services touristiques.
Donc on travaillait sur un. Alors de temps en temps, il y en a qui ont fait un peu les filous, ils ont travaillé sur un deuxième chez eux, ils l'ont envoyé en disant ça va passer. Mais c'est vraiment important, quand on a travaillé avec Marinette et le chemin de fer à vapeur des Trois-Vallées, c'était toute la réflexion aussi de se dire, mais jusqu'où va-t-on dans ce projet? Est-ce que Marinette, elle est habillée normale ou est-ce qu'à un moment donné, elle est habillée avec des habits d'époque et on crée un scénario? Enfin voilà, on va vraiment dans des éléments comme ceux-là, quoi. Mais on a plutôt dû les calmer, parce que c'est des gens très créatifs et donc ils venaient avec beaucoup, beaucoup d'idées. Mais merci pour vos questions et votre participation.